Ouh. Vous savez quoi? Il fait chaud, c'est les vacances, et j'avais juste envie de faire une petite vidéo à la cool pour ce vendredi. Allociné, ce merveilleux site que les gens semblent de plus en plus éviter, pour la simple et bonne raison que Sens Critique les a bien dépassés, mais tout de même, moi je me fie beaucoup à Allociné de mon côté. Je me fie à Allociné quand je dois aller voir un film, je me fie à Allociné quand il faut avoir des informations, je me fie à Allociné quand il s'agit de compléter certaines vidéos, par exemple pour les au fil des films ou les anecdotes, la plupart du temps je vais les chercher sur Allociné ou IMDb. Bref, c'est un site internet que j'aime beaucoup, mais c'est un site internet qui a également des erreurs. Des erreurs qui sont pas non plus de l'ordre du truc de ouf, hein. Mais pour moi c'est des erreurs qui sont de l'ordre de la notation. C'est-à-dire qu'à certains films, les spectateurs sur Allociné les notent de manière vraiment illogique. Et c'est ça en fait qui va m'intéresser ici. C'est que j'ai pris le cas de 8-9 films, je crois, qui pour moi ont des notations absolument à contrario de la qualité du film en question. C'est un avis personnel. C'est important de le resituer, mais c'est, on va dire, si on devait nommer cette vidéo de manière putaclic, 8 films que tout le monde déteste, mais que moi j'aime et qui sont mal notés sur Allociné. Allez, ça fera un bon titre putaclic. J'utiliserai pas du tout parce que c'est pas du tout mon école, mais ça fera un bon titre de ce genre-là. Donc là, en gros, on va se pencher sur 8-9 films qui, pour moi, ont des notations qui ne sont pas bonnes sur Allociné au niveau des spectateurs, mais qui méritent tout de même le coup d'œil, tout simplement parce que certains sont des chefs-d'œuvre et que je ne comprends pas pourquoi ils sont notés comme ça, et peut-être simplement parce que d'autres, ce sont des films qui ont bercé une partie de ma cinéphilie et que je ne comprends pas pourquoi ils sont mal notés comme ça. Ne perdons pas une seconde, on va s'attaquer tout de suite au cas qui, pour moi, est le plus incohérent du site internet. C'est le cas des 7 samouraïs. Parce que sur Allociné, les 7 samouraïs, d'Akira Kurosawa donc, unanimement reconnu comme étant un chef-d'œuvre du cinéma, classé parmi les 100 meilleurs films de tous les temps sur IMDb, et unanimement salué par la critique, a 1,7 sur 5 de moyenne sur Allociné. Même Allociné ne sait pas pourquoi. Je ne saurais pas dire d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait que ça dure 3 heures, que c'est un film en noir et blanc, que peut-être c'est genre des étudiants en école de cinéma qui, frustrés qu'on leur demande absolument de regarder les 7 samouraïs, ressortent en disant c'est de la merde, c'est pourri, un peu comme moi je suis sorti de Nosferatu quand j'étais en école de cinéma et que j'ai fait c'est de la merde, c'est pourri. Je ne saurais pas dire précisément, mais les 7 samouraïs a une notation catastrophique sur Allociné. Et personne ne sait pourquoi. C'est impressionnant, Allociné semble vouloir absolument éviter le sujet. Il n'y a aucune logique qui va là-dedans parce que les commentaires, eux, sont tous positifs, à part évidemment quelques rageux qui viennent ponctuer par-ci par-là, ça, mais il faut vous mettre dans la tête que tous les films, il y a forcément des gens qui ne les aiment pas, et c'est normal parce que le cinéma est un art qui ne plaît pas à tout le monde, dans le sens où il y a des films qui sont unanimement reconnus comme des chefs-d'œuvre et qui ne sont pas aimés par certains, et d'autres qui sont d'énormes purges et adorés par d'autres. C'est le principe du cinéma. Mais pour autant, là, sur les 7 samouraïs, c'est complètement à l'encontre de toute logique de création ou même de notation. Et personne ne sait pourquoi. Mais voilà, si on devait se fier à Allociné, c'est déjà la première grosse incohérence du site internet. Mais il y en a d'autres, et alors là par contre, ça va demander plus d'explications. L'autre dans laquelle je veux rentrer, c'est Cosmopolis. Cosmopolis est un film qui est sorti peu de temps après le dernier volet de la saga Twilight. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a Robert Pattinson en tête d'affiche. Et que c'est pour vous replacer le contexte, parce que par la suite, Robert Pattinson a fait un autre film avec David Cronenberg qui se nomme Maps to the Stars. Excellent film également. Mais lui qui a une notation déjà qui a plus de recul parce que à ce moment-là, les gens avaient conscience que Robert Pattinson s'était lancé dans une toute autre carrière. Mais à la sortie de Cosmopolis, il sortait de Twilight. Donc dans la tête des gens, Robert Pattinson, s'il faisait un film, c'était un truc romantique ou quelque chose qui allait mettre en avant son sex-appeal. Or, il joue un pervers sexuel narcissique qui n'a que pour seule ambition de se faire coiffer. Et alors là, si vous voulez rigoler un bon après-midi avec des potes, avec quelques bières, allez lire les commentaires négatifs de Cosmopolis. C'est magique. Mais vraiment, quand je vous dis c'est magique, c'est pas juste pour déconner, c'est magique à regarder.
Et que des commentaires de midinette qui sont en train de dire qu'est-ce que Robert est allé se foutre là-dedans, pourquoi il a fait ça, c'est pas logique, il est beau, il devrait pas aller dans ce genre de film, ça c'est des films d'auteur pompeux, on comprend rien. C'est extraordinaire. Moi je trouve ça merveilleux. Et c'est peut-être l'une des plus belles performances autour du fait que le cinéma, des fois, ça rentre pas dans une case. Et là c'est magique parce que tout le monde était persuadé que ça rentrait dans la case Robert Pattinson, beau gosse vampire de Twilight, et pas du tout. Ce film-là est complètement fou de ce point de vue-là. Moi, j'adore. Il y en a d'autres où c'est moins fou et je comprends pas forcément pourquoi. Funny People est pour moi l'œuvre la plus aboutie de Judd Apatow, parce que c'est une œuvre qui arrive à la fois à prendre conscience du fait que c'est une comédie, mais également que c'est un drame. Sur Allociné, il n'a pas une bonne note. Mais vous allez me dire, la presse non plus l'a pas forcément bien noté. Pour moi, c'est une injustice parce que ce film-là, il est difficile d'accès. C'est une comédie dramatique qui dure 2h30 autour d'un stand-upper qui se remet en cause parce qu'il a une maladie grave. Mais c'est beau, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement intelligent. Et là, pour le coup, je ne comprends pas forcément pourquoi il y a une mauvaise note sur Allociné. Au fond, je la comprends, c'est parce que les gens, tu leur mets Seth Rogen et Adam Sandler, ils s'attendent à de la comédie potache, à des blagues graveleuses, point barre. Ils s'attendent pas à avoir de l'émotionnel ou un petit peu de réflexion derrière. Mais c'est vraiment dommage de voir un film avec un tel potentiel où les gens ne sont pas réceptifs à ça parce qu'ils ont des œillères. Il faut aussi se mettre ça sera un petit peu dans la conclusion également de cette vidéo, mais que les gens sur Allociné, des fois les spectateurs ont un petit peu des œillères, ils regardent un film comme si c'était ancré dans une case. Or, il faut vraiment voir Funny People comme étant une œuvre qui n'est pas du tout ancrée dans une case. Mais il faut également se dire que si vous regardez la filmographie de Judd Apatow sur Allociné, il y a très peu de ces films qui sont bien notés. Même Encloque Mode d'emploi n'a pas une très bonne notation sur Allociné. 40 ans toujours plus soit une bonne notation, mais c'est parce qu'il est rentré dans l'imaginaire collectif comme un film culte. Mais même 40 ans mode d'emploi n'a pas une bonne notation non plus sur Allociné. Judd Apatow a toujours eu du mal en France à trouver son public. C'est très surprenant, c'est très étonnant, mais c'est un petit peu à l'inverse de Woody Allen. C'est-à-dire que Woody Allen n'a pas de succès aux États-Unis, mais cartonne en France. Judd Apatow, c'est l'inverse. Il a du succès aux États-Unis, mais il ne marche pas du tout en France. Mais ouais, donner une seconde chance à Funny People, c'est quand même vraiment un film qui est beau, qui est drôle, et qui transporte en lui beaucoup d'émotions. Et ouais, rien que pour ça, ça vaut de le réévaluer quand même sur Allociné. Le film suivant est également une comédie, et alors là, c'est encore une fois une grande interrogation pour moi. C'est Talons aiguilles de Pedro Almodovar. Talons aiguilles de Pedro Almodovar est un des nombreux films de Pedro Almodovar à avoir une notation un peu bâtarde. J'aurais pu prendre Les Amants Passagers également, mais Les Amants Passagers, je peux un peu plus comprendre pourquoi les gens le notent de manière plus négative. Talons aiguilles est pour moi unanimement un film qui est à classer parmi les plus grands longs métrages de l'histoire du cinéma espagnol. Parce que c'est un film qui porte un regard excellent sur la femme, et pas que sur la femme également. Mais au-delà de ça, c'est un film qui est brillant parce qu'il synthétise tout le style de Pedro Almodovar. Ce style un peu satirique, un peu cynique, comique, mais en même temps très noir, mêlé à une histoire qui est vraiment prenante. Et les gens sur Allociné n'aiment pas Talons aiguilles, on voit des avis qui partent un peu dans tous les sens. Certains disent que les acteurs jouent mal, d'autres que l'histoire n'est pas intéressante, d'autres tout simplement que Pedro Almodovar, il n'a pas assumé complètement son style ici. C'est un de ces films qui a, je pense, le mauvais regard porté par des spectateurs qui s'attendaient à autre chose. Un petit peu comme c'est le cas avec Funny People. Sauf que là, c'est vraiment très tranché et moi ça me fait un peu de la peine parce que ce film ne mérite pas qu'on lui porte cet œil-là. Clairement pas, parce que c'est un film qui est tout de même vraiment intéressant et qui propose un vrai truc de cinéma. Un vrai truc de cinéma auquel on n'est pas forcément souvent confronté. Et c'est un petit peu dommage qu'il soit noté comme ça sur Allociné. Voilà, encore une fois, faut le réévaluer, faut lui donner une seconde chance et se dire, allez, c'est pas parce que la notation elle est mauvaise, parce que si vous allez voir sur les autres sites, il y a une bonne notation étrangement. Alors ensuite, on va passer sur deux films réalisés par des Hongkongais aux États-Unis. Il y en a un des deux, sa notation est un peu plus méritée, mais il faudrait se dire que c'est vraiment parce que c'est une bonne blague. Mais l'autre par contre, je comprends pas trop. C'est Broken Arrow et Double Team. Alors Double Team de Tsui Hark, je tiens à dire que je comprends pourquoi il y a des mauvaises notations, parce que c'est un film qui n'est pas forcément très bon. C'est un film qui est pété, qui n'a pas vraiment de logique, qui vaut plus le coup en fait pour la mise en scène de Tsui Hark, et c'est en fait pour ça moi que je l'évalue bien ce film. C'est parce que Tsui Hark, c'est un grand metteur en scène, et même quand il a un mauvais scénar entre les mains, il est capable de le transformer en quelque chose de cool. Et ça me permet d'aller sur Broken Arrow, qui est exactement ce modèle-là. Un scénario extrêmement réducteur, très cliché, très facile, dont les personnages ne sont pas passionnants.
mais c'est encore plus ouf que Double Team. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène, John Woo est capable à la seconde de te proposer des plans qui font instantanément du film quelque chose de culte. La mise en scène, le travail du chaos, le jeu avec le cadre, la manière avec laquelle il joue avec le montage, avec les effets de style, les ralentis et tout. Pour moi, c'est un film qui est un modèle de mise en scène parce que sans Broken Arrow, on n'aurait pas eu Volte-Face. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. C'est-à-dire que Broken Arrow, c'était vraiment, on va dire, le petit galon d'essai pour que John Woo, ensuite, il puisse faire Volte-Face. Et pour moi, il y a tout ce qui fait la force de Volte-Face dans Broken Arrow, au service d'un scénario peut-être bof, mais pour moi, c'est l'exemple qui prédique sur tous les films faits par les Hongkongais de cette époque-là, c'est que ils sont capables en fait de transformer un scénar pourri en un modèle de mise en scène. Et à partir de ce moment-là, moi, j'en demande pas plus à un cinéaste. Si deux metteurs en scène de génie sont capables de transformer, pardonnez-moi du terme, de la merde en quelque chose de cool parce qu'ils savent se servir d'une caméra, on incite les spectateurs à presque se poser la question suivante, est-ce qu'une bonne mise en scène peut sauver un mauvais scénario? Ou est-ce qu'un bon réalisateur peut sauver un mauvais scénario? C'est une question vaste auquel peut-être on s'attraquera un jour, mais en tout cas, ces deux films-là méritent d'être réévalués rien que pour les cinéastes qui sont derrière la caméra de ces deux longs métrages, Double Team et Broken Arrow. Espion est un film que j'ai découvert parce qu'à une époque, je lisais les cahiers du cinéma. Et dans les cahiers du cinéma, il y avait un critique qui s'appelait Nicolas Saada. Et lorsque j'ai découvert qu'il avait réalisé un film, je me suis dit, ça c'est intéressant. Un critique qui se met à réaliser un long métrage. Donc du coup, je me suis dit, allez, regardons ça. Moi, ça m'a scotché quand j'ai vu le film. J'ai trouvé que c'était un modèle de mise en scène qui comprenait à la fois comment créer une filiation avec le cinéma de Brian De Palma et de nombreux autres metteurs en scène, et en même temps comment créer une œuvre qui sonne dans un contexte français avec une manière de faire très à la française. Les spectateurs ne sont pas du tout réceptifs à ce film puisqu'il est extrêmement mal noté parce que je pense que si tu appelles ton film Espion avec un S, que tu mets un couple en tête d'affiche qui est Guillaume Canet et Géraldine Payès et que tu vends ça comme étant un thriller d'espionnage, eh ben les gens ils veulent voir vraiment un gros thriller d'espionnage avec plein d'action et tout, et le fait que ce soit un film qui prenne son temps et qui développe des personnages et qui en plus se centre plutôt sur l'amour qu'autre chose, bah, ça donne le même effet qu'a eu Mobius quelques années plus tard. Mobius qui est un film qui a une très mauvaise notation spectateur, alors que c'est un film pareil, très passionnant, mais beaucoup plus centré autour de la romance de l'espionnage et du côté très, on va dire, show de l'espionnage et pas forcément du côté action, etc. C'est un anti-Mission Impossible et pour les gens, c'est ça qui a fait que le film n'était pas intéressant. C'est un film que je vous incite réellement à réévaluer celui-là. Autant les autres, des fois, je peux comprendre que les gens les aiment pas trop, autant là, c'est une notation qui peut drastiquement inciter les gens à se dire « c'est de la merde, je veux pas le voir ». Or, il faut le voir parce que c'est un film très intéressant et ça vous montre qu'en fait, certains qui s'imaginent qu'être critique, c'est forcément rester dans une petite case à constamment râler sur les films des autres, eh ben non, des fois on peut aussi prendre le risque d'être moqué, qu'on juge une œuvre finalement, alors que soi-même on est persuadé d'avoir ingesté, on va dire, toute une batterie de films qui sont supposés nous avoir influencés. Pour moi, Nicolas Saada est un mec qui a été capable de digérer beaucoup de références et de les retranscrire au sein d'une œuvre très intéressante. Rien que pour ça, réévaluer un petit coup Espion. Les deux films suivants, je vais les mettre un petit peu dans la même case. Après, j'avais pas forcément prévu de le faire, mais je trouve que c'est plus intéressant. C'est Calvaire et Aux yeux des vivants. Calvaire de Fabrice Du Wells est un film qui pour moi est un monument parce qu'il a redéfini énormément de codes du cinéma de genre francophone, même si le cinéaste est belge, du début des années 2000. Il a été capable de situer toute une nouvelle manière de concevoir le genre, d'en faire quelque chose de très esthétique, mais également de très narratif, de très contemplatif, métaphorique. C'est une œuvre qui est dense et en même temps qui peut se lire au premier degré. Mais c'est un film qui regorge de possibilités d'analyse et qui pour moi a été jugé un petit peu trop drastiquement dans le genre. C'est un film d'auteur de genre assez bof, et si vous remettez dans le contexte, je pense profondément que si on n'avait pas eu Calvaire, on n'aurait pas eu Grave, qui a été unanimement salué à sa sortie comme étant une œuvre d'auteur de genre. Et pourtant, c'est ce qui m'intrigue toujours autant, c'est que j'ai du mal à concevoir que les gens aient détesté Calvaire et adulent Grave. Comme quoi, ça doit être vraiment un truc de génération, parce que Calvaire reste pour moi une œuvre qui a forgé le cinéma de genre francophone du début des années 2000 et encore aujourd'hui qui a des répercussions évidentes. Et je comprends pas comment ça se fait qu'il soit aussi mal jugé.
Et l'autre, Aux yeux des vivants, de Bustillo et Mori, est pour moi un film exceptionnel parce que c'est un film qui s'inscrit purement et simplement dans la veine du cinéma de Spielberg, en offrant à 3 gamins le rôle de leur vie, et en étant également un film interdit aux moins de 16 ans, extrêmement hardcore et purement genré. Et le film a une notation pourrie pareil sur Allociné. Pour moi, ces deux films sont un modèle extrêmement révélateur en fait de pourquoi le cinéma de genre ne fonctionne pas en France. C'est parce que lorsqu'un film a un bon écho dans un festival et que les spectateurs s'emballent avant même la sortie du film, il n'y a pas de souci. Là, vous êtes sûr que le film il va cartonner. Ça a fait l'effet avec Revenge, ça a fait l'effet avec Grave, deux effets que je comprends pleinement. Mais lorsqu'on a Aux yeux de tous, Aux yeux des vivants et Calvaire, et bah là les gens ils râlent parce que le film débarque dans les salles et que c'est genre « Oh, on peut se moquer de lui et il n'y a pas de souci, là on s'en fout, il n'y a personne qui nous a dit qu'il fallait absolument l'aimer ce long métrage, allez on va cracher dessus ». Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé avec ces deux films. Et je pourrais vous sortir le cas de Hill également, qui est très très mal jugé et qui pourtant est vraiment un film passionnant également. Alors qu'il y a plein de gens qui le détestent, bon après c'est parce que ça a un rythme un peu plus bâtard. Mais à l'intérieur, se retrouve un petit peu dans la même position. On est sur toute une vague du cinéma de genre français, et du coup c'est pour ça que moi je comprends en un sens que il y ait plein de gens qui n'aillent pas voir ces films-là, c'est parce que c'est compliqué en même temps de vous vendre un genre où dès que vous allez sur Allociné, et bah tout le monde est en train de le détester. Même chose avec Vignane de Fabrice Du Wells. Vignane de Fabrice Du Wells a une notation très mauvaise sur Allociné. Ce sont des films qui sont mal jugés par les spectateurs et qui du coup incitent malgré eux à mal juger la suite de la filmographie des auteurs. Aux yeux des vivants et Calvaire sont deux excellents films que je vous conseille très fortement de regarder parce que ce sont des œuvres qui comprennent comment faire un film d'auteur et en même temps comment faire un film de genre. Et rien que pour ça, ça en fait deux petits modèles largement faciles à réévaluer. Et le dernier, c'est mon petit coup de cœur parce que encore aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il soit mal noté sur Allociné. Après, c'est un film qui est un petit peu complexe, mais on va dire que c'est celui que j'ai le plus envie de vous pousser à réévaluer. C'est The Informant de Steven Soderbergh. The Informant de Steven Soderbergh est un film qui n'a pas plus marché que ça. Ça fait partie des œuvres mineures de Steven Soderbergh. Il faut savoir que Steven Soderbergh, c'est un cinéaste qui m'a toujours fasciné parce que avant qu'il annonce sa possible retraite, qui finalement n'est pas existante, c'est-à-dire avant Avec ma vie avec Liberace, Soderbergh avait pris pour habitude d'en fait faire un gros film et à chaque fois, entre deux gros films, de faire un petit film. Ça a donné The Girlfriend Experience et ça a donné par exemple The Informant. The Informant qui du coup a été jaugé comme un film mineur de Steven Soderbergh, alors que non. C'est pas non plus un film majeur, faut pas non plus dire n'importe quoi, mais c'est une œuvre qui est fascinante. C'est à la fois un film qui arrive à comprendre l'époque dans laquelle il est, mais également qui arrive à dresser un portrait de toute une société de consommation, tout en étant également une œuvre comique très amusante autour d'un mec qui arrive quand même à doubler tout le monde en faisant n'importe quoi. Et ce film est drôle, il est bien écrit, il est intelligent, il est magnifique en termes de mise en scène comme toujours avec les films de Soderbergh. Il passe son temps à mettre en place des éléments mais qui nous font halluciner. Et pour moi, c'est un film qui est vraiment monumental. C'est pas juste un film où genre je vous dirais de le réévaluer gentiment comme ça peut être le cas avec Broken Arrow, avec Fun People ou d'autres. Là, pour moi, c'est vraiment pas loin d'être un chef-d'œuvre qui est sous-évalué par tous les spectateurs d'Allociné, qui le trouvent, si ce n'est mauvais, en tout cas extrêmement pauvre. Ça n'est pas le cas. The Informant est une œuvre passionnante qui regorge de possibilités d'analyse et de réflexion absolument abyssales et qui, bien au-delà de ça, est l'œuvre la plus fascinante de la filmographie de Matt Damon parce que là, dans le genre métamorphose physique et jeu autour de la comédie, on est sur du caviar. Il est excellent de bout en bout. Le film regorge de second couteau, se permet d'avoir des scènes complètement fumées en famille, met en scène un dialogue entre le personnage et le spectateur qui est juste parfait, qui passe son temps à faire des répliques géniales. Je suis désolé, mais le film s'ouvre sur « Mon nom préféré en allemand, c'est Kugelschreiber ». Ça veut dire un bic. Un mot aussi long qui veut dire finalement si peu. C'est une réplique du film, je la trouve hilarante, je m'en lasse pas, elle est restée dans mon cerveau et à chaque fois que quelqu'un me demande un mot en allemand, le seul mot qui me vient en tête, c'est Kugelschreiber. C'est vous dire à quel point ce film a marqué. Honnêtement, réévaluez très fortement The Informant parce que c'est un film qui est très intelligent et au-delà d'être très intelligent, qui est capable de constamment comprendre qu'il est une œuvre qui est
à la fois ancré dans son époque et en même temps une réflexion sur toute la société de consommation depuis, on va dire, les années 60. Rien que pour ça, il faut vraiment le regarder. Pour dresser un petit bilan et conclure un petit peu autour de cette vidéo, je me contenterai simplement de vous dire que Allociné est un site très complexe. Pour autant, et je m'y suis pas attaqué parce que je suis pas du tout dessus et je suis pas du tout au courant de comment ça se passe, mais j'ai jeté un petit peu, Sens Critique est pour moi la version auteur de Allociné. C'est-à-dire que là où des films sur Allociné vont avoir des bonnes notes, Sens Critique a tendance à les défoncer de manière pas du tout objective. Donc en fait, ce qu'il faudrait un jour, c'est simplement se dire que IMDb est plus intéressant. IMDb jauge beaucoup mieux les films parce que les spectateurs américains sont, on va dire, un peu plus objectifs. Je sais que c'est un mot qui est compliqué en termes de critique, mais j'ai la sensation que les Américains, spectateurs, lorsqu'ils doivent noter un film, sont objectifs. Sauf quand il s'agit de Ghostbusters version féminine, et de Black Panther, où là par contre le système de notation est parfois foiré parce qu'il y a des gens qui mettent des mauvaises notes uniquement parce que la culture américaine est très étrange en ce qui concerne les femmes, l'homosexualité et la communauté afro. Mais passé ça, IMDb est beaucoup plus intéressant. Un jour je me pencherai peut-être dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire également sur IMDb. Mais en tout cas, Allociné, il faut prendre du recul lorsque vous voyez une notation. Les notations d'Allociné sont souvent extrêmement sévères. Et fiez-vous plutôt à la critique d'ailleurs sur Allociné, on va dire, à la moyenne de la critique presse, qui est généralement beaucoup plus proche, entre guillemets, de ce que les spectateurs voient réellement du film. Parce que la notation spectateur est souvent faite par des gens qui ne savent pas ce qu'ils vont voir en salle et qui, des fois, se perdent un petit peu et se retrouvent à mal noter les films parce qu'ils avaient des idées préconçues avant. Donc mettez-vous juste ça en tête. Un de ces quatre, on parlera certainement d'IMDb et de Sens Critique quand je me serai un petit peu plus penché dessus, mais voilà, c'était une petite brève sur Allociné, ce que je pense, et au moins ça vous a permis de découvrir quelques films qu'il faut réévaluer. Même si je pense qu'il y en avait certains comme les 7 samouraïs, vous saviez déjà qu'il fallait les réévaluer par rapport à Allociné. Bref, comme d'habitude, on va se dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour noter et parler de films, bien évidemment. A plus. Bon, Allociné c'est fait, Webedia ne voudra jamais de moi après ça.